France Info. Les informés de France Info spécial sacre de l'équipe de France de football, championne du monde pour la deuxième fois, on ne se prive pas de le dire, une deuxième étoile sur le maillot des Bleus après la génération Zidane, il y a la génération Mbappé. La fête, les émotions, les réactions ce soir sur France Info jusqu'à minuit avec nos directs, avec nos reporters, avec nos invités. François Hernenwein, rédacteur en chef au quotidien La Croix. Bonsoir François. Bonsoir. Patrice Romden, que l'on accueille, présentateur de la revue de presse sur France Info Télé et Télématin. Bonsoir Patrice. Bonsoir. On rappelle que vous connaissez bien le ballon pour avoir écrit de nombreux livres, notamment Et 1, et 2, et 3-0, paru chez Michel Lafon. Ça date un peu votre livre, il va falloir en faire un nouveau. Bien, ça date d'à 20 ans. Il y avait aussi eu en 2006 La Belle Aventure, mais qui s'était fracassée en finale sur les Italiens. On accueille également avec plaisir Emmanuel Foulon. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Ancien arbitre de football, porte-parole de la délégation socialiste belge au Parlement européen. On félicite les Diables Rouges pour leur 3e place hier contre l'Angleterre. Et moi les Bleus. Ils ont fait un parcours exceptionnel. D'ailleurs, je précise que vous êtes habillé en bleu et l'on accueille avec plaisir Juan José Dorado. Hola, bonsoir. Buenas tardes. ¿Qué tal? Journaliste espagnol, spécialiste football, correspondant à Paris du groupe de presse La Réunion. Bon, on va pas faire un quiz musical pour savoir qui chante ce titre-là. C'est Freddie Mercury. Votre première réaction, tiens François Hernenwein, vous qui êtes souvent là le dimanche soir dans les informés de France Info, on parle de politique, on parle de politique internationale, on parle d'économie. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette liesse populaire en ce moment? C'est formidable et c'est vraiment pas un dimanche comme un autre. Là, on oublie les sujets pesants que nous retrouvons souvent tous les dimanches soirs, tous les soirs. Et là, les joueurs, on l'a vu à l'image tout à l'heure, et puis le pays dans les rues, en rejoignant la maison de la radio, explose de joie. Et cette joie est merveilleuse. Cette joie, c'est un bonheur rare. Et quand il se produit, c'est aussi un moment d'unité. On en avait besoin à cause du climat social, à cause du climat général, on va dire depuis les attentats, depuis les grèves, depuis tout ça, on en avait besoin. Mais Pierre, on a toujours besoin d'être joyeux. On a toujours besoin de cette énergie créatrice. Simplement, il y a des moments, des événements qui la cristallisent. Et c'est bien quand ça arrive. Et j'espère que l'enjeu, c'est, me semble-t-il, de savoir prolonger cet instant, de prolonger cette courbe, de s'inscrire dans cette dynamique pour en tirer des choses encore plus positives. Juan José Dorado, vous avez connu ça avec l'Espagne quand même, qui a été titrée en Europe, qui a été titrée sur la planète football. Vous l'avez ressenti, cette fougue, cette joie? Est-ce que ça a tiré le pays vers le haut? Ça a tiré, ça a donné de l'espoir aux Espagnols parce que l'Espagne a gagné en 2010 et l'Espagne à ce moment-là a traversé une grave crise économique. Ça les a aidés à continuer à aller de l'avant, mais ça les a pas aidés à payer le bout de viande et manger de la viande de tous les jours. Hein. Mais c'est vrai que pour nous c'était très important d'avoir cette victoire. Et aujourd'hui, je suis énormément surpris, effectivement, encore une fois, par cette ferveur populaire. Tout à l'heure, en venant ici, j'ai traversé Paris à peine, puisqu'on avait du mal à arriver jusqu'à la maison de la radio. Et c'est merveilleux de voir comment le football fédère les Français autour d'une victoire. Patrice Romden, cette équipe de France, elle est porteur de symboles. Quel symbole vous avez ressenti tout au long de cette compétition et ce soir avec cette finale? Vous savez, depuis quelques années, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des valeurs qui émergent en France ou qui ressuscitent, parce qu'elles ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui sont la solidarité, qui sont l'empathie, qui sont le fait de vivre ensemble. Et là, peut-être, à la faveur de cet événement, eh bien, les choses vont se cristalliser. Reste à savoir ensuite si ce qu'on peut appeler aujourd'hui les amours d'été vont passer l'hiver. Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer. Emmanuel Foulon, quel est votre regard sur cette Coupe du Monde, en général, sur cette victoire de la France? Allez, on est cocorico, vous êtes habillé en bleu, même si vous êtes
belge. Soyons honnêtes, j'étais invité ce soir parce qu'il fallait quelqu'un qui soit le croate de l'émission et donc, et donc finalement c'est moi. Non mais sans mentir, j'ai passé la journée en fan zone et puis au Trocadéro. Ce que j'ai pu constater, c'est à quel point le football est fédérateur. On est tous unis, peu importe ta religion, ta couleur de peau, ton boulot. La France en avait besoin et de manière générale, je pense que c'est assez fédérateur. Après tout ce qui va se passer, la Syrie, la Palestine, et tous les drames du quotidien, le plan pauvreté, le plan pension, les plans des fonctionnaires, tout cela sera oublié. On part tout de suite à Moscou avec Franck Ballanger. Vous êtes à côté d'un champion du monde, on va dire d'un vieux champion du monde, Laurent Blanc. Très très bas. Vous les adoubez, vos successeurs? Mais complètement. Moi je leur ai dit, ils ne nous éliminent pas, hein. Ils viennent nous rejoindre. C'est nous qu'on les accueille. Donc on va bien les accueillir. Voilà. Vous avez eu peur pendant ce match? Non, aucun moment. Sincèrement. Voilà, c'était Laurent Blanc qui nous assure donc qu'il n'a jamais eu peur durant la rencontre. Je crois qu'il est un peu le seul parce que nous, on a un peu eu les miquettes des fois. Hein. Non mais franchement, Franck Ballanger, vous étiez sur la pelouse pendant 65-70 minutes. Il n'y en avait que pour les Croates. Les Français, on va être vulgaire, ne mettez pas un pied devant l'autre. Oui, c'est vrai. Là, il y a la Coupe du Monde qui va passer devant nous. Touchez-la. Protégée. Il y a Vladimir Poutine aussi qui est passé à 20 cm de moi. Touchez-le. Non, on va s'abstenir. Et puis il y a Emmanuel Macron qui était trempé. Alors lui nous a dit, le président de la République française, je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on attend qu'il se change. Brigitte, sa femme, nous a dit, il se change, il revient, c'est promis. Donc on ne désespère pas d'avoir Emmanuel Macron, le président de la République, au micro de France Info. Et puis les joueurs, évidemment, pour l'instant, tout ce petit monde est dans le vestiaire de l'équipe de France. Imaginez un petit peu l'ambiance dans ce vestiaire. On a vu Didier Deschamps aussi qui est rentré trempé et qui a levé un point rageur devant nous. Ça, c'était assez exceptionnel. Une Coupe du Monde bien arrosée, à peine elle commence, elle se termine cette Coupe du Monde. Enfin, elle commence pour les Français champions du monde pour la deuxième fois, qu'elle est déjà bien arrosée sur la pelouse, déjà aussi dans les rues de toutes les villes de France grandes. Qui passe à côté de nous là. Et alors, essayez de l'avoir au micro, non? On essaye. Non, il veut pas. Il veut pas. Écoutez, il embrasse la présidente croate. Il ne sait pas ce qu'il rate, parce qu'il est sur France Info. Écoutez-moi, Pierre, la présidente croate, je pense qu'elle a embrassé la moitié du stade, tellement elle était heureuse. Donc Vladimir Poutine. On va revenir avec vous tout au long de cette soirée, Franck Ballanger, dans les coulisses de ce stade Loujniki de Moscou pour vivre au plus près cette deuxième étoile des Bleus, les Français champions du monde. Avant cela, à 20h10, l'info, c'est avec vous, Emmanuel Grabé. Il devient le premier Français champion du monde 2 fois, une fois comme joueur il y a 20 ans, comme sélectionneur aujourd'hui. Didier Deschamps rejoint l'Allemand Beckenbauer et le Brésilien Zagallo a réalisé cet exploit. Victoire 4-2 de l'équipe de France de foot sur la Croatie. Ils sont sur le toit du monde pour 4 ans, a réagi Didier Deschamps, tempéré comme toujours. On n'a pas fait un énorme match, dit-il, mais on a mis 4 buts quand même. 4 buts qui font exploser de joie la France ce soir. Des célébrations partout dans le pays. Des centaines de milliers de personnes ont envahi les Champs-Élysées avant même le coup de sifflet final. Toute une partie de la capitale est interdite à la circulation jusqu'à 4 heures cette nuit entre la Porte-Maillot et les Tuileries, le Champ de Mars et le Trocadéro. Plusieurs stations de métro vont rester fermées dans ce secteur alors que des milliers de policiers et de gendarmes sont mobilisés pour sécuriser la foule. Et puis l'actu ce soir, c'est aussi Novak Djokovic qui plie la finale de Wimbledon en 2h18. Victoire du tennisman serbe sur le Sud-Africain Kevin Anderson en 3-7, 6-2, 6-2, 7-6. France Info. On vit des moments forts sur l'antenne de France Info tout au long de ce dimanche. Et tout au long de ce dimanche soir, de nombreuses réactions. On est en ligne avec un artiste passionné de football, souvent présent dans les tribunes, que ce soit à Chambord-Delmas, autrefois au Parc des Princes, au Stade de France. Bonsoir Pascal Obispo. Oui, bonsoir à vous. Alors franchement, est-ce que vous y avez cru quand vous avez vu les 60 premières minutes de cette finale? Est-ce que vous y avez cru? Écoutez, je peux pas vous dire autre chose que j'ai cru depuis le début. Voilà. Moi, j'ai cru depuis le début à cette équipe parce que j'ai fait confiance à Didier Deschamps. C'est un homme très intelligent, un extraordinaire tacticien. Vraiment, et qui a eu en plus beaucoup de courage pour affronter toutes les critiques et les pressions. Il a un sacré caractère. Franchement, on est champion du monde. On a la deuxième étoile. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? D'abord, il faut remercier ce gars-là, Didier Deschamps. Vraiment, quel gars extraordinaire. Et puis en plus, une grosse équipe, voilà, fantastique à tous les postes, un gros mental. Vous savez, j'ai entendu beaucoup de critiques tout au long de ce mondial. Moi, je défendais corps et âme.
Et je crois que l'important, comme a dit Grisou ce matin, l'important, c'est le résultat. On est champion du monde, on a la 2e étoile. Maintenant, tout le monde doit s'aligner derrière ça et derrière ce groupe fantastique, parce que c'est vraiment une bande de copains. On a envie d'être potes avec eux. Pascal Obispo, il y a 20 ans, l'homme de la finale, c'était Zizou, Zinedine Zidane. Cette année, est-ce qu'il y a un homme de la finale ou vous l'avez dit, c'est peut-être tout simplement Didier Deschamps? Moi, je pense que l'homme de la finale, c'est Dédé. C'est l'homme de la Coupe du Monde et c'est tout un groupe. Parce qu'en fait, il n'y a pas une personne vraiment qui s'est dégagé un joueur, parce qu'ils ont tous eu leur heure de gloire ou leur heure 30 de gloire à chaque match. On a eu Lloris, on a eu Varane, on a eu Umtiti, on a eu Pavard, on a eu Grisou, on a eu Mbappé. Et puis il ne faut pas oublier ceux qui ont fait des choses extraordinaires, comme Giroud, vraiment qui s'est battu. Il n'a pas marqué de but, mais franchement, là, moi je pense que c'est tout un groupe. C'est tout un groupe. Et celui qui doit avoir le ballon d'or, c'est Dédé Deschamps. Pascal Obispo, dans ce studio, on a avec nous de nombreux journalistes. On a François Hernenwein du journal La Croix qui veut vous poser une question. Non, mais je voulais souligner la pertinence de l'analyse de Pascal Obispo. François et Pascal, on est avec Gianni Infantino à Moscou, le patron de la FIFA. On vous écoute. Vous êtes aux côtés de Franck Ballanger. Quelle finale! Monsieur Infantino, quel est votre sentiment là, après cette victoire de l'équipe de France? Incroyable. Bon, félicitations à la France, tout d'abord. Félicitations Bleu, bravo. Mais une finale incroyable, somptueuse, en couronnement d'une Coupe du Monde absolument exceptionnelle. Bon, moi je l'ai dit, je suis peut-être pas très objectif, mais j'ai dit que c'était la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Je pense que cette finale... ça va certainement entrer dans les annales, mais magnifique. Bravo la France. Le rôle de l'arbitrage vidéo dans cette finale, c'est la première fois que ça arrive? C'est la première fois que ça arrive et on voulait exactement ça. Bon, on ne voulait pas que ça arrivait, bien sûr, mais on voulait donner plus de transparence, plus de justice au football. Et on a vu une situation aujourd'hui en finale qui était impossible pour l'arbitre à voir. Heureusement qu'on a introduit l'assistance vidéo pour l'arbitre, heureusement, parce que ça a permis à l'arbitre de revoir cette action et de voir qu'effectivement il y a eu une faute de main et donc un penalty. C'est ce qu'on voulait, on nous a regardé un petit peu en critiquant ou de travers, mais bon, je pense que les résultats sont là, les résultats sont devant tout le monde et c'était un succès énorme. Au-delà de cette Coupe du Monde, c'est un beau vainqueur. La France remporte la Coupe du Monde. Mais bien sûr que la France est un bon vainqueur. La France est déjà finaliste du dernier Euro. Une belle équipe, des jeunes et des moins jeunes qui assurent. Aujourd'hui, il faut dire que la Croatie a très bien joué aussi. Donc c'était pas facile, c'est pas évident, mais super. La France est certainement un champion du monde qui mérite et je peux seulement imaginer la fête qu'il y a ce soir en France, partout. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Gianni Infantino, donc le président de la Fédération internationale, vous l'avez entendu, lui est satisfait de l'utilisation de l'arbitrage vidéo et il trouve que la France est un beau vainqueur. Il s'enflamme peut-être un tout petit peu en disant que c'était la plus belle finale de l'histoire. On va poser la question à Pascal Obispo. Vous êtes toujours là? Je suis toujours là, j'attendais avec impatience l'analyse de votre ami journaliste. Alors, tiens, vous êtes en ligne avec François Hernenwein. Parce qu'il a été coupé. Je ne veux pas vous priver de votre temps de parole. Ma remarque était simple. Au-delà de l'hommage à Didier Deschamps que je partage et qui est nécessaire, il a tiré l'équipe. Ce qui m'a frappé dans cette Coupe du Monde concernant l'équipe de France, c'est l'aspect collectif, la solidarité, voire la fraternité qui régnait entre ses membres et qui a dépassé les stratégies individuelles, les talents des uns et des autres. Il fallait ce collectif pour avancer vraiment. Pascal, vous êtes d'accord ? Oui, de toute façon, le football c'est un sport collectif, et on s'est aperçu qu'il y avait trop d'individualité par moment quand on avait certaines équipes de France. On s'est aperçu qu'on n'allait pas au bout, soit il nous manquait les défenses, soit il nous manquait les attaquants. En 98, il y avait un groupe incroyable. En 2006, on a failli, on n'était pas loin. Et là, peut-être d'avoir subi toutes ces critiques, je sais pas, ça les a peut-être encore plus motivés parce que c'est vraiment des copains. Et je pense pas qu'on puisse gagner n'importe quel trophée
et en tout cas pas la Coupe du Monde, si on n'est pas profondément potes en dehors du terrain. Ce sont des potes qu'on a vus sur le terrain ce soir, on les a vus pendant toute la Coupe du Monde, contre vents et marées, malgré les critiques. Oui, mais peut-être que quelquefois c'était pas le plus beau jeu. En tout cas, la France est championne du monde. Donc maintenant, il va falloir que certaines personnes s'alignent derrière cette deuxième étoile. Pascal, on a dans ce studio Patrice Romden de France Télévisions qui assure la revue de presse tous les matins sur France Télévisions. Un petit mot. Non, je voulais dire que la victoire de l'équipe de France, cette victoire, elle a été bâtie sur un socle de valeurs qu'incarne Didier Deschamps. François y faisait allusion il y a quelques secondes, la rigueur, la notion de sobriété, la notion d'égalité aussi. Je veux dire, il a dit à ses joueurs, il n'y aura pas de passe droit. D'habitude, il y a toujours dans une équipe un joueur qui n'est pas obligé de défendre, à qui on passe tout. Non, là on a vu Mbappé, qui était la star annoncée de ce mondial et qui n'a pas déçu, défendre aussi. Une équipe aussi où il fallait pas faire le buzz. Il a demandé à ses joueurs au début de la Coupe du Monde de tous aller chez le coiffeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez les coupes totalement improbables qu'ils avaient avant. Là, il leur a dit on va nous critiquer, peut-être sur notre jeu, on gagnera, on perdra, mais on ne parlera que de notre jeu et certainement pas de notre comportement. Je ne veux pas de problème d'image. Il a envoyé tout le monde chez le coiffeur. Vous êtes d'accord, Pascal, aussi? Évidemment, je suis d'accord. Bon, je ne vais pas parler de coiffeur. Moi, ça fait longtemps que j'en côtoie plus. Mais je dois dire oui. En fait, c'était un signe. En fait, ils ont voulu montrer que c'était des bons élèves, que c'était des bons soldats, qu'ils écoutaient leur entraîneur. Parce que le coup des coupes de cheveux, c'est vrai, exactement. C'est pas anodin. Ça prouvait qu'ils étaient vraiment d'abord unis et qu'ils écoutaient cet entraîneur. C'est marrant. Les entraîneurs qui gagnent la Coupe du Monde, c'est des gens avec beaucoup de rigueur, qui viennent quasiment même je sais pas, c'est presque des clubs de patronage, j'allais dire, là où on apprend le football, au plus bas de l'échelle. Et c'était le cas avec Aimé Jacquet, c'est encore le cas avec Didier Deschamps, qui lui a gagné évidemment beaucoup de trophées aussi, mais vous pouvez pas savoir comme je suis content évidemment pour tout le monde, la France, et nous on a pleuré, on est super heureux évidemment, mais pour lui, pour cet homme qui a quand même amené la France en quart, en finale de l'Euro, et là on gagne la Coupe du Monde. Enfin, cette régularité est impressionnante. Il mérite, et il mérite encore plus que ça. Un grand merci. Bon, enfin bref, il n'y a pas de mots, on est heureux. On est heureux. On entend ça, on partage ça avec vous. Un grand merci Pascal Obispo d'être venu sur l'antenne de France Info ce soir, partager votre joie. On continue ces informés spécial football, cette édition spéciale tout au long de la soirée sur France Info. Avant cela, à 20h20 sur France Info, l'essentiel de l'info, Emmanuel Grabé. Et des bleus trempés, Hugo Lloris, le capitaine, littéralement dégoulinant, qui soulève la Coupe du Monde sous des trompes d'eau à Moscou. L'équipe de France remporte le mondial de football en battant la Croatie 4-2. Quel match, quel mondial, quelle équipe, dit ce soir sur Twitter le Premier ministre Édouard Philippe. Vous faites la fierté de votre pays. Même la Joconde est en bleu, blanc, rouge ce soir. Le musée du Louvre a tweeté ses félicitations au bleu avec une Mona Lisa tricolore. Et nos confrères de France Bleu rapportent les mêmes scènes de joie pure partout en France. Des photos, des vidéos de supporters qui chantent, qui pleurent, qui dansent. Ça se passe à Brest, à Évreux, à Niort, Grenoble, Périgueux, Libourne. Tout le pays exulte ce soir et s'apprête à vivre une très très longue nuit avant le retour des Bleus. Ils descendront les Champs-Élysées demain à 17h. C'est ce que vient d'annoncer la préfecture de police. Célébration avant d'être reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, qui est à Moscou ce soir. Il a félicité Vladimir Poutine tout à l'heure pour le parfait déroulement du mondial. Les chefs d'État se sont rencontrés au Kremlin avant le début du match. Le président russe avait aussi reçu un peu avant la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic. France Info. Les informés, Pierre Neveu. Les informés de France Info, ce soir spécial football avec François Hernenwein, avec Patrice Romden, avec Emmanuel Foulon, avec Juan José Dorado. Emmanuel Foulon, vous qui avez arbitré, on va revenir sur ce qu'a dit Gianni Infantino, l'arbitrage vidéo qui est utilisé en finale de la Coupe du Monde de football, qui nous a bien servi. Il y avait une main croate, le pénalty transformé par Antoine Griezmann. Alors, c'était bien cet arbitrage vidéo, c'était utile ou pas quand on sait que Michel Platini a toujours dit son opposition à l'arbitrage vidéo. Il fallait le faire ?
Déjà, quand je vais dire à ma mère que j'ai été avec Infantino et Pascal Obispo dans l'émission, ça va être la folie. Mais à part ça, effectivement, une des révolutions ici, c'est l'arbitrage vidéo. C'est probablement la vedette de cette Coupe du Monde. On ne pouvait pas imaginer que l'arbitrage vidéo, enfin que le football reste encore au 19e, voire au 20e siècle, alors que tous les autres sports étaient passés au 21e. On ne pouvait pas non plus concevoir que le monde entier voit qu'il y a hors-jeu ou qu'il y a faute, sauf les 3 pauvres péons sur le terrain, c'est-à-dire l'arbitre et les 2 juges de ligne. Et ça, c'était vraiment important. Maintenant, évidemment, il y a eu des couacs, mais je retiens quand même que sur les plus ou moins 150 ou 200 phases qui ont été vérifiées par l'arbitrage vidéo durant cette Coupe du Monde, une quinzaine, voire une vingtaine ont influencé directement l'arbitre et du coup le résultat final du match. Et aussi qu'il serait très difficile aujourd'hui de dire qu'il y a un arbitre qui a fait un mauvais match. Je vous coupe la parole car on est avec Antoine Griezmann au micro de Franck Ballanger à Moscou. C'est beau ça. Avec Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, on est champion du monde. C'est beau, hein. Putain, mais on réalise pas encore. Voilà, on est en train de kiffer, de passer un bon moment. Le vestiaire, voilà, c'est le bordel. Et voilà, Comment ça, c'est le bordel? Non, mais voilà, tout le monde a parlé, tout le monde chante, tout le monde danse. Et voilà, on a hâte d'aller en France et de fêter ça avec les Français. Homme d'une finale de Coupe du Monde, Antoine. Ouais, non, après, comme j'ai dit, le plus important pour moi, c'était de gagner. Je m'en foutais si je marquais. Voilà, je marque, on est champion du monde. Donc voilà, c'est le rêve. Il y avait ma famille dans la tribune et ma petite fille. Donc voilà, je suis en train de rêver. Antoine, c'est la folie en France. Les millions de personnes sont dans les rues. Les Champs-Élysées sont noirs de monde. Vous vous rendez compte? Vous avez fait chavirer la France. Là, tout le monde oublie les problèmes. C'est fini, là, pendant quelques jours. Ouais, on savait qu'on pouvait donner cette joie aux Français. Donc voilà, faut prendre... Vive la France et vive la République. Le casseur d'Anvers, le président d'Anvers. Voilà, faut prendre du plaisir et voilà, je pense qu'on va s'en rendre compte quand on va arriver en France. Alors le président de la République Emmanuel Macron est venu longuement dans le vestiaire. Il y a eu des longues embrassades près à l'endroit où on vous a remis le trophée. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, là, je me rappelle plus, hein, mais non, mais voilà qu'il était très fier de nous. Voilà, il avait une énorme confiance en nous. Et voilà, après, il était fier de ce qu'on représentait, de ce qu'on a montré, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Donc voilà, on est, comme j'ai dit, on est fier d'être français et on a envie de rentrer. Vous êtes resté longtemps sur la pelouse. Vous vouliez savourer vraiment. Ouais, parce que moi, je sais pas, je me rendais pas compte. Voilà, quand on menait au score, voilà, je me disais putain, faut que je défende pour pas qu'on encaisse de but. Et voilà, on a essayé de tout donner. À la fin, on n'avait plus de jambes et franchement, c'est beau. Antoine, vous regardez la génération 98 avec des yeux d'enfant, j'imagine. Vous imaginez que les gens vont vous regarder maintenant comme ça? Ouais, mais même encore, là, il y avait Marcel Desailly. Et moi, personnellement, ça m'a fait bizarre parce que j'ai énormément de respect. Donc voilà, c'est bon, on va rentrer dans cette catégorie et voilà, j'espère que ma fille, elle sera fière d'aller à l'école et dire mon papa est champion du monde. Antoine, t'imagines maintenant, on parlait de la génération Zidane, on dira la génération Griezmann, la génération Mbappé. Ouais, c'est peu importe quel joueur ils vont prendre, mais voilà, c'est un kiff. On a amené cette deuxième étoile et voilà, faut profiter. Elle est belle la deuxième étoile. Bravo. C'était Antoine Griezmann. Ouais. Et croyez-moi, Pierre, oui, je l'ai interviewé un paquet de fois. Oui. Et là, il est vraiment pas comme d'habitude. Il est nature. Le garçon, il a changé. Il a une étoile parce que lui, la première, il l'a pas remportée. Donc il a une étoile juste pour lui. Il a marqué un but en finale de la Coupe du Monde. On peut le rappeler, hein, quand il a tiré le pénalty, avant de le tirer, il était blanc comme un linge et ensuite il y a eu un soulagement incroyable. Il est redevenu un enfant et là il était encore un enfant, je crois. Vous l'avez entendu. Hein. Ah oui. Juan José Dorado, vous êtes dans ce studio avec nous. Vous avez entendu depuis des jours et des jours les joueurs français, Didier Deschamps, là Antoine Griezmann dire la fierté d'être français. Ces drapeaux bleu, blanc, rouge, tout le monde est fier d'être français aujourd'hui. Tout à fait, tout le monde. Et ils ont tout à fait raison parce que c'est vrai que ce qu'ils ont réussi, au-delà des origines de chacun, c'est justement, ils ont été réunis par ces maillots bleus. Et à l'instant, on écoutait Antoine Griezmann qui, depuis des années, joue dans le championnat espagnol, qui a quitté la France. Et encore, il s'est fait toute une fierté d'être dans la sélection nationale. Je pense notamment aujourd'hui à Lucas Hernandez, qui aurait pu jouer à un moment donné avec l'Espagne il y a quelques mois. Et qui il est aujourd'hui avec la France et qui est champion du monde et qui a fait un superbe mondial. Donc, c'est vraiment magnifique de retrouver une équipe soudée autour de son maillot, autour de son drapeau. François Hernan-Weinschorn, cette fierté d'être français,
les drapeaux bleu, blanc, rouge que l'on voit fleurir depuis la demi-finale dans toutes les rues de France, ce soir au pied de la maison de la radio, et ça n'est qu'un début, partout en France, le drapeau bleu, blanc, rouge, la fierté d'être français. Il faut des événements comme ça. Mais oui, mais moi, ce que je trouve plus fort... Je suis obligé de vous couper parce qu'on a Paul Pogba avec Franck Ballanger dans la zone mixte. Allô, Paul, la France, Paul, avec Paul Pogba, la France est championne du monde. Il est là, Paul Pogba, tu l'appelais, il est là, champion du monde, Paul Pogba. Et il nous montre justement, Paul Pogba, son téléphone, la photo de toute l'équipe championne du monde. Trouve les mots, Paul. Je sais pas quoi dire. Il est en train de souffler, là. Je sais pas quoi dire, c'est de la folie. C'est de la folie, j'y crois pas. J'y crois pas, on l'a fait. On l'a fait. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'on a entendu. On est là. Aujourd'hui, on est là. Et je vois tous, vous avez tous le sourire. Eh ouais, vous avez tous le sourire. Eh, vous êtes tous contents, on est tous contents ensemble. Eh ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le terrain qui parle. C'est tout. Le reste, c'est que des pacotis. Le terrain qui parle. Le reste, c'est des pacotis. Eh, attendez. Fallait que je dise ça. Charles de Gaulle accosté. Vous savez ce que ça veut dire? Charles de Gaulle accosté. C'est tout ce que je dis. Roissy-en-Brie, c'est la folie. Il y a des millions de personnes qui sont dans la rue là. Les Champs-Élysées sont noirs de monde. Roissy-en-Brie, on retourne la ville. RLS, Roissy-la-Source, Roissy-en-Brie, Paris, la France, partout. Et maintenant, là, vous êtes fiers. J'avais dit que vous étiez juste contents. Là, maintenant, vous allez être fiers de nous. À vie, les gars. Et là, on est dans l'histoire. On a écrit notre nom. Avec un petit stylo. Mais on l'a écrit. Et là, on reste à vie. Hein. Et vous allez vous en rappeler. Hein. Et les enfants, ils vont s'en rappeler. Et leurs enfants, ils vont s'en rappeler. Et oui, ils vont voir. Et là, c'est lui là-haut qu'il faut remercier, c'est tout. Justement, vous changez de dimension là, ça y est, vous êtes quelqu'un d'autre. Maintenant, vous êtes champion du monde. On parlait de Zidane, tout ça. Maintenant, on va parler de Pogba, de Mbappé, de Griezmann. Oh le regard, oh le regard. Cela va de soi. Cela va de soi, on l'a fait 20 ans après. On est rentré dans l'histoire, hein, comme je dirais. On est rentré dans l'histoire, hein, oui, monsieur Nzonzi. Nous sommes rentrés dans l'histoire. Eh oui, comme ça, avec la petite porte. On est rentré et on y reste. Et on s'assoit, la tête haute. Yes, sir! Juste sur la finale, quand même, il a fallu la gagner cette Coupe du Monde. Ben, qu'est-ce qu'il faut? Une finale, ça se gagne, c'est tout. Coco. Coco. Mais franchement, non. Là, parlons sérieux, je suis très content, c'est vrai. Mais on a joué contre une équipe qui était vraiment, vraiment bonne. Vraiment une équipe de Croatie, avec beaucoup d'expérience. On a vu de l'expérience, ils nous ont mis en difficulté. Mais on a su faire la différence, on a pu marquer. On a eu un penalty sur des fautes, sur l'arbitre, sur des choix d'arbitre. Mais bon, ça c'est le football, c'est comme ça. Mais on a su répondre aussi en deuxième mi-temps. C'était beaucoup meilleur que la première. Et voilà. Après le reste est venu tout seul. Voilà, monsieur Mtuti qui est là. Mais ce qui paraît, t'es champion du monde, c'est vrai? Tu penses qu'on est champion du monde, frérot? Je pense que oui. Et toi? Moi, je crois aussi, frérot. Je crois qu'on a un truc en plus. Il y a une petite étoile en plus, je crois. Ah ouais, c'est vrai, c'est bien ça. On allait la chercher, celle-là. Ah oui. Tu laisses ça, mon Il y a 50 ans, tu étais déjà champion du monde avec les moins de 20 ans. Aujourd'hui, tu l'es encore. Avec les grands. Avec les grands. Non, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Là, ça, c'est les rêves de gosse qui se réalisent. Franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai pas les mots. Je vais même dire des bêtises. J'ai peur de dire des bêtises, des bêtises devant la caméra. C'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. On l'a fait. J'espère on a fait vibrer la France entière. Et là, c'est pendant des années. Et ça va rester. Je veux voir vraiment les Français. Là, on est vraiment tous unis. Il n'y a pas de couleur. C'est tout le monde, jaune, vert, bleu. Tout le monde. Je veux qu'on soit tous réunis, qu'on s'embrasse tous vraiment pour la patrie, pour la nation, pour tout le monde, pour la France entière. Tu penses quoi l'enfant qui jouait sur le tapis du salon avec son père et ses frères et qui rêvait d'être champion du monde? Pardon? L'enfant que vous étiez, qui a appris le football sur le tapis du salon, avec vos frères, avec votre papa. Moi, je me rappelle, j'étais avec mon père, je regardais la cassette de la Coupe du Monde 98. J'étais tout jeune, mon père, il était là, il me mettait toujours cette cassette, on regardait du foot. Et vraiment, c'était un rêve et on l'a fait aujourd'hui. Mon père, aujourd'hui, il n'est pas là, paix à son âme. Et je pense que de là où il doit être très content, il doit être très fier de moi. Et je suis parti la chercher pour lui. Vraiment, c'est un beau message pour mon papa. Je l'ai interviewé 3 fois, il m'a dit Pogba, ça veut dire respect, dignité, combat. Et c'est ça, c'est tout. Pogba veut dire beaucoup de choses. Et vraiment représenter ce nom, ma famille
les enfants, mes prochains enfants, là, mes arrière grands-parents, tout le monde vraiment représenter vraiment la France, représenter mon père qui vient aussi de la Guinée, ma mère qui vient de la Guinée, mes origines aussi. Je pense qu'ils supportent tous. Et voilà, vive la France. Merci beaucoup, Paul. Ça, c'était Pierre, c'était un numéro, je pense, non? C'était un numéro de Paul Pogba. Il a été bien sur le terrain, mais là, c'était oulala. Attention, avec le petit Nzonzi, enfin le petit, il fait pratiquement 2 mètres. On l'écoute. Attention. Il est champion du monde. Sur la pelouse en seconde mi-temps avec sa belle médaille. Il est champion du monde, Steven. Ouais, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots pour exprimer la joie qu'on a ce soir. C'est incroyable. Vous l'avez autour du cou. Il y a quelques mois, personne ne pouvait imaginer que vous alliez jouer une finale de Coupe du Monde. Ouais, c'est clair, hein, mais voilà, c'est ça, c'est la vie. Hein. Beaucoup de surprises, beaucoup de bonnes choses. Et je pense qu'on a un groupe magnifique, on la mérite cette médaille, on va dormir avec tranquillement. Steven, quand on vous dit tu vas rentrer, ouais. Quel effet ça fait là? Non, on est concentré, on sait que c'est une finale et voilà, il y a une petite pression, mais à partir du moment où on est sur le terrain, on donne tout pour l'équipe et ils nous aident, ils nous poussent, tout le monde nous pousse, donc voilà, c'est facile. Et ensuite, au coup de sifflet final, quand la victoire elle est officielle, qu'elle est là, la deuxième étoile? Il n'y a pas de mots, c'est incroyable, on a du mal à réaliser, on fait la fête, on court partout, on crie, on ne sait pas quoi faire, on remercie le public, nos familles qui sont là, c'est juste magnifique, il n'y a pas de mots. Merci beaucoup. Steven Nzonzi, donc, qui est entré en jeu en deuxième période à la place de N'Golo Kanté et qui a assuré le jeu durant la première période au milieu de terrain. Vraiment belle rentrée pour Steven Nzonzi. Il a mérite son étoile aussi, lui. Bon, il est 20h33 sur France Info. On continue ses informés spéciales Coupe du Monde, hachés entre guillemets par ses déclarations de joie. François Hernenwein, on parlait, hein, et on l'a entendu, la fierté, Paul Pogba le dit, tout le monde le dit, la fierté du maillot, la fierté d'être français. Il parlait beaucoup de la fierté. Vous évoquiez tout à l'heure les drapeaux dans les rues de Paris et partout en France. C'est très émouvant. Et quel symbole que cette fierté et ces drapeaux. Sinon, c'est une métaphore de l'unité, du rassemblement. On est obligé de vous couper une nouvelle fois parce qu'on est encore avec un champion du monde. C'est mon destin. C'est mon destin. On est champion du monde, On a fait un truc de fou. Eh, viens là, toi. Avec Benjamin Mendy maintenant qui arrive avec un maillot de la Croatie sur le dos. Les deux, Samuel Umtiti et Benjamin Mendy. Demande si on est champion. Tu crois qu'on est champion ou pas? Je sais pas. Non, je crois quoi. On nous a demandé d'aller chercher la deuxième étoile. Parce que la première, il y en avait certains qui n'étaient pas encore nés, on était jeunes. On n'était pas nés. C'est pour Kylian celle-là. Vu qu'il n'a pas connu tout ça, nous, voilà. Là, on a encore les t-shirts, il nous manque la petite deuxième. Il nous manque. Mais j'espère que quand on va rentrer en France, on va voir tout le peuple français. Là, on vous attend. C'est pour vous, hein. Ça fait 2 mois, on est entre garçons, là, tout ça, nana. Et pour tous ceux qui écoutent, et pour l'équipe de France, on dit quoi? On dit merci. Ah oui. Ça y est, c'était court, mais c'était bon. Bon, alors on va essayer de vous retrouver rapidement, hein, vu que les joueurs se suivent à votre micro. On ne va pas passer l'antenne à François Hernenwein parce qu'il n'arrive pas à parler. On va passer l'antenne à Juan José Dorado. Justement, en parlant du maillot, d'être fier d'être français, il y a quand même une différence par rapport à 98. On parlait de cette France bleu, blanc, beurre. C'est qu'aujourd'hui, que ça soit Adil Rami tout à l'heure ou encore Pogba aujourd'hui, ils sont très fiers d'être français. Mais il renonce pas du tout à ses origines. Là, il a dit, ben voilà, j'ai des origines guinéennes. Et tout à l'heure, c'était Rami qui disait, moi, j'ai des origines marocaines. Et donc, voilà, ses origines font d'eux des meilleurs Français parce qu'ils se sentent profondément français. Et donc, dans les temps qu'on vit aujourd'hui, je pense que c'est à remarquer. Et puis, ça arrive dans un contexte totalement différent parce que 98, on était avant la crise financière, on était avant la crise. Maintenant, on est dans un climat eurosceptique. Nous avons Corentin Tolisso, un champion du monde. Ça arrive à tout le monde, ça me rassure. Yes. Mais oui, avec Corentin Tolisso qui va succéder à Benjamin Mendy. Corentin, on est tous des champions du monde, même vous êtes des champions du monde. Merci. Ah ouais, y a pas... On vous suit depuis 35 jours, donc nous, ouais. Corentin, vous êtes champion du monde, vous réalisez? Non, je crois pas. Non, pas du tout même. Et vous êtes rentré en finale de Coupe du Monde. Ouais, c'est exceptionnel. J'ai même pas de mots. Mais là, je crois qu'on réalise pas en fait. En plus, on est tous jeunes, on a tous 22, 23 ans. On a encore tout l'avenir devant nous, donc c'est exceptionnel. Je pense qu'on réalisera peut-être demain
quand on verra tout le monde en France et qu'on va faire la fête avec tous les Français. Justement, vous savez qu'en France, là, c'est de la dinguerie. Non, je sais pas. Personne vous a dit? Non, même sur le téléphone, là, ça sonne trop. Il y a trop de. Il y a 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Il y en manque 23, Lyon, plus tout un staff, plus. À Lyon, ça doit être le feu, Bellecour, tout ça. Non, mais là, on est tenu au courant, mais c'est ça qu'on vive demain. On veut, voilà, comme ceux de 98, vivre le rêve, voir tout le monde en transe, en furie. Et voilà, c'est ça qu'on a hâte de voir demain, putain. Vous avez conscience que vous venez de marquer l'histoire pour, on l'espère? Non, je n'ai pas conscience. Je sais pas, là, nous, on était tous petits en 98. Moi, personnellement, j'ai pas vu la finale. Il n'y a pas de souvenirs qui sont là. J'ai vu que les cassettes, que les buts de Zizou et Petit. Mais là, on a marqué l'histoire. On est à vie dans la légende, dans l'histoire de la France. C'est exceptionnel. Racontez-nous comment vous l'avez vécu cette finale en 2 temps, sur le bord du terrain et sur le terrain. Sur le bord du terrain, stressé parce que voilà, on voit les collègues un peu en difficulté au début et puis après on arrive à mettre ce but un peu de délivrance. Mais voilà, c'était une belle équipe de la Croatie et puis après quand je suis rentré, il y avait 2 buts d'avance et il fallait à tout prix pas prendre de but. Et ça je comptais vraiment sur ça et je voulais vraiment aider l'équipe par rapport à ça, pardon. Et voilà, je suis content quand il restait 1 minute. L'arbitre nous a dit qu'il restait 1 minute, c'est bon là on savait qu'on allait être champion du monde, on souriait sur le terrain, on était heureux et après on a explosé de joie. Je veux dire qu'elle est lourde cette Coupe du Monde ou pas? Ouais, elle est trop lourde mais elle est trop belle, elle est trop belle et c'est un bien fou, je pense. Personnellement, moi je pense à mes parents, à ma sœur et à tous mes amis qui m'ont aidé à en arriver là aujourd'hui et voilà, je voudrais juste leur dire merci de m'avoir aidé à pouvoir soulever cette coupe qui est très lourde mais très belle. C'est Corentin demain. Voilà, c'était Corentin Tolisso. Pierre, ça me rappelle un petit truc. Avant le début de la Coupe du Monde, dans France Info Junior, une petite fille m'avait demandé est-ce qu'elle est belle la Coupe du Monde? J'avais pas trop su quoi répondre, mais je me rends compte qu'en fait, à partir du moment où on l'a gagnée, elle est magnifique cette Coupe du Monde. Oh ben on va arrêter l'émission avec ces mots là, Franck Ballanger, merci, c'est très beau ce que vous nous racontez. Alors on va essayer de revenir sur ce plateau des informés, d'ouvrir le débat, la génération Black Blamber avec Patrice Ramden. C'est loin tout ça ou elle existe encore? Eh bien à les écouter, j'ai l'impression qu'on a peut-être une chance de dépasser ce débat. C'est vrai qu'on l'a eu en 98, qu'il a duré, ensuite il s'est un peu fracassé sur la réalité, il y a eu montée du communautarisme, il y a eu des émeutes dans les banlieues, bon il y a eu tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, je veux dire, on peut dire qu'on est français, qu'on a des origines dans un autre pays, ça ne pose pas de problème et c'est tant mieux. Et on n'a pas besoin de la qualifier, tout compte fait, cette génération. Oui, et ce serait bien qu'on dépasse un petit peu ce débat et qu'on se dise, voilà, les gens sont français, il y a de la diversité et c'est comme ça. Et par ailleurs, Corentin Tolisso disait quelque chose d'intéressant qui nous projette vers l'avenir. C'est-à-dire qu'il soulignait que c'est une équipe jeune. C'est d'ailleurs l'équipe la plus jeune de toutes les équipes qui ont participé à ce mondial. On a le plus jeune de la bande, Kylian Mbappé, 19 ans et demi. Bravo. On a le meilleur jeune du tournoi, Kylian Mbappé. Buteur en finale de Coupe du Monde à 19 ans. Ça classe un homme. Deuxième plus jeune buteur, champion du monde. Ouais, c'est bien, je suis content. On est champion du monde. On a dit que c'est ce qu'on voulait, on l'a eu et on va savourer maintenant avec tout le monde. Non mais vous êtes champion du monde, Kylian. Il y a 2 ans vous passiez le bac, là vous êtes champion du monde. Ouais, non franchement je suis vraiment content, Et comme je vous ai dit, on va faire la fête et on va profiter jusqu'à pas d'heure. Mais Kylian, t'as marqué en finale de Coupe du Monde. C'est pas la Coupe de France. Voilà, c'est pas la Coupe de la Ligue. Si, en Coupe de France j'ai marqué, mais la vidéo elle m'a enlevé. C'est pas la Coupe de la Ligue. Qu'est-ce qu'on ressent là? Non, franchement on est fiers. Après comme j'ai dit, c'est tout ce que j'ai rêvé. Je suis content et je pense plus que c'est, comme je vous ai dit, une étape dans une carrière. Ça vous donne envie de vraiment continuer à travailler pour aller encore plus loin. Ah, je peux pas croire. T'as de l'émotion quand même. Beaucoup d'émotions. Je suis tellement fier, vous pouvez pas imaginer, mais je sais aussi que c'est une étape. Je pense que si je m'arrête ici, même si je suis champion du monde, j'ai d'autres choses à faire encore dans le foot et j'ai tellement d'objectifs que je suis le plus heureux des hommes aujourd'hui, mais je sais qu'il faudra se remettre au travail pour continuer. Et qu'est-ce qui se passe quand vous marquez? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? C'est un volcan qui éclate, c'est quoi? Ouais, non, franchement, je suis super fier au moment où je marque, surtout que c'est un but qui nous permet de prendre le large. Donc on se dit que voilà, ça sent bon. Donc ouais, c'est un but énorme. Franchement, en finale de Coupe du Monde, c'est quelque chose de grand. Ouais. Qui gagne une joie mesurée, mais ce soir c'est la fête, tout le monde est en Oui, non, je vais la faire la fête aussi, je vais être bien moi. Non, mais après vous me demandez mon ressenti, je vous donne mon ressenti, mais la fête je vais la faire bien sûr. C'est très étrange parce que vous êtes finalement le plus jeune et le plus calme de tous ceux qu'on a rencontrés depuis 1 heure maintenant. Après chacun a sa manière de voir les choses.
C'est vrai que pour certains, c'est vrai que c'est aussi un accomplissement. Ils ont travaillé toute leur carrière. Moi, je suis qu'au début. Donc, c'est vrai que pour moi, ça ressemble à une étape. Donc, c'est une grosse étape, la plus grosse de ma carrière pour l'instant, mais ça reste quand même une étape et j'espère continuer comme ça. Kylian, Ben Mendy disait c'est pour Kylian. Il était pas né en 98. Maintenant, il est champion du monde. Ouais, et on vrai. parlera dans 20 ans de la génération Mbappé, de la génération Griezmann, de la génération Pogba. Ouais, on en parlera au-delà. Je pense qu'une Coupe du Monde, ça reste. Voilà, ça va rester à jamais. On sera à jamais dans l'histoire. Après, comme je vous ai dit, on est tellement fiers qu'on va vraiment profiter avec tout le monde parce que tout le monde le mérite et on est vraiment content. On vous a parlé de la folie qu'il y avait en France là. On vous a dit comment c'était? J'ai pas vu les images de Bondy, là. Non, j'ai rien vu. C'est exceptionnel ce qui se passe à Bondy. Il y a des milliers de personnes dans les rues à Bondy. J'ai pas vu. Franchement, je peux pas vous mentir, j'ai pas vu. Je vais regarder là, mais j'ai pas vu. Demain, le bus impérial, les Champs-Élysées, comme France 98. Let's go, je suis prêt moi. Moi je suis prêt. Donc ça va être inoubliable, ça va être inoubliable. C'est des moments qui n'ont pas de prix. Il faudra avoir les yeux grands ouverts, les oreilles et tout. Donc je suis pressé. Kylian, quand on fait le bilan calmement, quel souvenir tu gardes de cette Coupe du Monde? Quel souvenir t'a marqué? La coupe. La coupe. C'est quoi le moment clé, le déclic pour l'équipe de France dans cette Coupe du Monde? France-Argentine. Liberté, égalité, Kylian Mbappé. Non, pas ça, mais c'est voilà, dans le jeu. Je pense que c'est là où on s'est mis aussi le public dans la poche, où vraiment le public a été enthousiasmé par l'équipe et que ils ont commencé à vraiment être derrière nous, même s'ils l'étaient déjà, mais voilà, c'était plus par amour de la patrie. Il n'y avait pas de plaisir à nous soutenir et je pense que c'est ce match-là qui a tout déclenché. Un mot sur Didier Deschamps quand même. Comment vous l'avez senti après cette victoire? Il a gagné 98, il gagne en 2018 avec vous. Comment il était? Il était bien, il était très bien même. J'ai jamais vu autant sourire. Mais après, voilà, c'est... Il a dit un mot à tout le monde, il a embrassé tous les joueurs, il a eu un mot sympa. Il l'a fait, moi j'étais peut-être pas là, il a dû le faire, mais franchement ce qu'il a fait c'est impressionnant. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, je crois qu'il n'y a que Beckenbauer qui l'a fait, c'est ça, non? Beckenbauer et Zagallo. Voilà, ça parle. Ça parle, il va rester dans l'histoire à jamais lui aussi. Encore plus que nous, parce qu'il le fait 2 fois, c'est extraordinaire. Comme quoi, ça prouve que il n'y a pas d'hasard. Ballon d'or, Mbappé. C'est Ben Mendy, messieurs. C'est Ben Mendy qui souhaite le ballon d'or à Kylian Mbappé. Il n'y a pas d'hasard dans le foot. Voilà, il a fourni un gros travail. C'était pas évident parce qu'il était critiqué. Et il a montré que son travail payait et qu'aujourd'hui, il apporte une 2e étoile à la France. Merci beaucoup. Merci, c'était Kylian Mbappé, Pierre Neveu. Vous vous rendez compte, il a 19 ans. Et oui, alors je ne suis pas certain que vous parliez comme ça et que vous aviez autant de recul que ça à 19 ans. François Hernandez, dans ce studio, on a tous été impressionnés par le calme de Kylian Mbappé et qui nous dit « J'ai tellement d'objectifs ». Il a 19 ans, il gagne la Coupe du Monde, ça lui suffit pas. C'est quoi ses rêves à 19 ans? C'est impressionnant. Je ne suis pas dans la peau du joueur, mais j'imagine bien que cette victoire, cet élan ouvre d'autres perspectives. Il va être président de la République. On ne sait pas, on verra. Le sens d'un événement comme celui-là, c'est sa réalisation, mais c'est aussi son dépassement, les voies qu'il ouvre, les possibilités qu'il permet d'explorer. Et pour ces joueurs qui sont jeunes, vous l'avez rappelé, c'est un moment formidable. Ils ont, à partir de cet événement fondateur pour eux, encore de longues années d'expansion devant eux. On a entendu, il n'y a pas de hasard dans le football. Vous voulez apporter un correctif, Emmanuel Foulon. C'est totalement faux, évidemment. D'abord, vous avez Eden Hazard, puis vous avez Torgan Hazard. Et nous, on a Sébastien Hazard sur l'antenne de France Info, qui était dans le stade. Donc rien n'est dû au hasard. Rien n'est dû au hasard, à part la qualification des Belges pour les demi-finales. Et puis voilà. Et d'ailleurs, je voudrais dire, il fallait évidemment que je la place. Je suis le croate de l'émission, je vous rappelle, pour ceux qui avaient loupé, qui étaient arrivés à 20h15 sur l'émission. Et puis je voulais dire aussi que quand je suis arrivé il y a quelques heures sur Paris, au Trocadéro justement, il y avait plein de gens qui criaient Mbappé président, et je trouvais ça absolument extraordinaire. Patrice Ramdan. Oui, on vient d'écouter Kylian Mbappé. Je l'ai trouvé, sans doute vous aussi, stupéfiant de maturité. Il a effectivement 19 ans et peut-être ne s'en rend-il pas compte, mais quand il parle, et nous quand on l'écoute, en fait, c'est l'éloge de la bonne éducation. Oui. Parce qu'on est là avec un garçon qui a été élevé par un papa qui est éducateur, par une maman qui connaît les valeurs du sport parce qu'elle jouait au handball. Et j'ai vu récemment un documentaire à la télévision qui racontait la vie de l'adolescent Mbappé. Et lorsqu'il avait 13, 14, 15 ans, que toutes les équipes d'Europe le chassaient, eh bien les parents sont allés voir à chaque fois les dirigeants des clubs et ils ont eu de longues discussions avec ces dirigeants. Et au cœur du projet,
projet, il y avait toujours le projet éducatif. Est-ce que mon fils va jouer? Certes, mais surtout comment va-t-il se comporter? Quels sont les cours qu'il aura? Est-ce qu'il ira à l'école? Est-ce qu'on prévoira quelque chose au cas où la carrière ne marcherait pas? Et c'est cette histoire aussi qu'il faut valoriser et qui nous montre qu'une bonne éducation, lorsqu'elle est réussie, peut donner de belles personnes. Et je pense d'ailleurs qu'il s'est fait rappeler à l'ordre, à mon avis, par ses parents ou par son coach. En fin du match de l'Uruguay, il prend un bel carton jaune où il sort de son match. Même chose par rapport à la Belgique en fin de match où il fait des choses qui ne sont pas très compréhensibles ou pas très appréciables, je le dirais. Et ça ne correspond pas à son éducation. Je pense qu'il s'est fait remettre à sa place. Et justement, cette maturité, ça prouve bien qu'après le match, c'est quelqu'un de posé. Et à 19 ans, ça veut dire aussi que peut-être un jour, dans 20 ans, il sera coach de l'équipe nationale. Juan José Dorado, on est loin des sales guys de Naïsna qui ne voulaient pas descendre du bus. On est vraiment loin. Toute la différence. Vraiment loin. Et puis, son attitude, je pense qu'au sein du groupe, ça aide beaucoup aussi au collectif parce qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas joué, même pas une seule minute. Et quand tu vois un Mbappé qui ne se prend pas la tête, qui reste quelqu'un de simple, quand tu l'écoutes parler, je pense que ça aide beaucoup aux autres pour dire eh oui, et nous on va se plaindre parce qu'on n'a pas joué une seule minute. Non. Donc ce qu'il apporte à cette équipe, au-delà des buts, au-delà de son jeu, c'est cette simplicité qui montre qu'en quoi effectivement le football mérite aussi cette éducation qu'il a reçue. François Hernenwein. Mais je pense, et c'est vrai dans le football ou ailleurs, on obtient ces performances quand les responsables, le manager, le sélectionneur, sont attentifs à un traitement égalitaire, n'acceptent pas qu'à l'intérieur d'un collectif, des personnalités puissent s'exprimer hors des normes du projet. C'est très important, et la force de Didier Deschamps, tout le monde l'a décrit comme cela, c'est d'avoir été capable de faire de personnalités riches, créatrices dans le champ de leur sport, des gens qui ont travaillé en commun à un projet. Et cette leçon, elle dépasse largement le cadre du football. Et votre force, c'est qu'il n'y a eu personne en zone neutre pour vous couper cette fois-ci. Et puis, il y a quand même deux détails. Il y a deux détails dont on a beaucoup parlé avant et qu'on n'a pas encore cité ce soir, peut-être. Mais le fait, effectivement, du cas Benzema, où il a tenu à ne pas le faire venir quand tout le monde demandait à qu'il vienne après la finale de la Coupe d'Europe de Champions League de Benzema, le fait qu'il le fait venir des joueurs comme Sidibé ou Mendy qui étaient blessés, il n'était pas sûr de les faire jouer, c'est le cas de Mendy, et il a tenu à faire confiance à ce groupe, ça sude un groupe parce que eux ils voient qu'effectivement ils peuvent avoir confiance dans son sélectionneur parce qu'il a une parole et il la respecte. Patrice Ramden. On a parlé, on va peut-être un petit peu vite en besogne, mais c'est vrai que certains journaux ont évoqué un parallèle entre Pelé et Mbappé. Alors je dis tout de suite, il faut se calmer, mais c'est vrai qu'il a 19 ans et il est là pour 10, 12, peut-être 13 ou 14 ans dans l'équipe de France. Il continue, sauf blessure. Imaginez, une Coupe du Monde dans 4 ans, il aura 23 ans. Ensuite 27, ensuite 31 ans. C'est-à-dire qu'il peut déjà ambitionner de faire 4 Coupes du Monde s'il n'y a pas de blessure. Parce que quand on voit le potentiel du garçon et quand on sait où Pelé a mené le Brésil, eh bien on se prend à rêver. Après tout, c'est gratuit. On va continuer le Portugal aussi. On va continuer de rêver. Il est 20h50 sur France Info. On fait un point sur l'info avec vous, Emmanuel Grabé. Et les dirigeants félicitent ce soir l'équipe de France. Le président Emmanuel Macron leur a adressé sur Twitter un simple merci. L'ancien président François Hollande est plus prolixe. Il faut utiliser ce bonheur immense pour assurer encore davantage de cohésion en France, dit-il. Même Donald Trump, le président américain, s'est fendu d'un message félicitant la France qui a pratiqué un football extraordinaire. Il félicite aussi la Russie pour l'organisation d'une Coupe du Monde vraiment géniale. Fin de citation. Des scènes de liesse partout en France ce soir, comme à Bondy, ville d'origine de Kylian Mbappé, où son but, le 4e dans la finale, a été accueilli par une explosion de joie. On est fiers de rendre les Français heureux, a déclaré l'attaquant. À Paris aussi, où la Tour Eiffel sera illuminée ce soir en bleu, blanc, rouge, a annoncé la maire Anne Hidalgo. Toute une partie de la capitale est laissée aux supporters. Interdiction de circuler dans une grande partie de l'ouest de la ville. Les métros ne desservent pas les arrêts dans ce secteur. Les Champs-Élysées et la place de l'Étoile sont littéralement noirs de monde. Des centaines de milliers de personnes, des millions dans toute la France célèbrent en ce moment la victoire de l'équipe de France. Et puis un mot du Tour de France avec le calvaire de Romain Bardet aujourd'hui sur le Tour de France. Il a crevé 3 fois sur les pavés de la 9e étape, Arras-Roubaix, et c'est un miracle, il le dit lui-même. Il ne perd que 7 secondes, étape remportée par l'Allemand John Degenkolb. France Info. On retourne tout de suite en zone mixte au stade de Loujniki de Moscou, car il y a des champions du monde au micro de Franck Ballanger.
Hugo Lloris, le capitaine, celui qui a levé la coupe. C'est magique, c'est magique. Bon, j'ai été un peu coupé dans l'élan là. Ils ont un peu d'avance sur moi, je crois. J'étais au doping, mais bon, maintenant la soirée va commencer. Hein. Ils ont quelques coupes d'avance. Voilà, c'est ça. Ils ont quelques coupes d'avance, donc on va rattraper tout ça. Hugo, c'était comment dans le vestiaire, racontez-nous? J'étais pas. Vous n'étiez pas. Non, malheureusement. Mais alors la coupe, en revanche, vous l'avez soulevée. Vous étiez le premier à soulever. Après ouais, c'est un grand privilège, une grande fierté. Alors ça passe tellement vite, on essaie de savourer le moment et voilà, le trophée chargé d'histoire. Et voilà, cette sensation d'être sur le toit du monde, c'est difficile à décrire, mais c'est juste fantastique. Hugo, quel moment vous allez retenir de cette Coupe du Monde? Quel a été le déclic pour l'équipe de France? Je crois qu'on a avancé progressivement dans cette compétition, mais c'est vrai que les choses sérieuses ont commencé face à l'Argentine. Voilà, les matchs à coup près où on a été très très solide défensivement et on était très dangereux, très tranchant offensivement en créant de l'espace. Et voilà, tout le monde était au service de l'équipe. C'est une vraie victoire collective. On a pu s'appuyer sur toutes nos individualités. Et voilà, c'est grand pour la France et pour l'équipe de France parce que voilà, 20 ans après, on le refait. Et on aura également, nous aussi, écrit l'histoire de l'équipe de France en mettant cette deuxième étoile sur le maillot. Et puis vous avez vécu une longue histoire avec l'équipe de France. Pas que des super moments, si je me souviens bien. Oui, on va dire que j'ai commencé avec les moments les plus difficiles en équipe de France. Et puis progressivement, on a su remonter la pente. Et aujourd'hui, d'être champion du monde, voilà, c'est juste fantastique. Voilà. On ne savait pas après la finale de l'Euro si une occasion allait se représenter. Et voilà, l'occasion s'est représentée. Cette fois-ci, on ne l'a pas ratée. Voilà, c'est encore plus beau et plus grand. Hugo, à Nice, la promenade des Anglais, c'est la folie. Cette ville qui a été touchée par des drames terribles il y a 2 ans. C'est Blaise Matuidi. Ne croyez pas en l'équipe de France. Bon, j'ai qu'une seule chose à dire. Vive la France et vive la République. Fêtez ça comme il se doit. Mais vous allez fêter ça avec Hugo, cette ville, elle a été touchée par le drame et là, c'est la folie, la promenade des Anglais. et les Champs-Élysées, c'est incroyable aussi, Noir de Monde. Vous avez conscience tous là de ce qui se passe en France? Pas encore, je pense qu'on se rendra compte vraiment demain. Demain sur Paris. Mais c'est un grand moment. Et c'est fantastique de voir les Français également comme ça. Voilà, notre pays est un grand pays et voilà, on veut voir tout le monde uni. Et c'est vrai que le football a ce pouvoir et voilà, c'est génial quand ça se passe bien et de voir tout le monde avec le sourire, avec les cris de joie, les larmes de joie, c'est fantastique. Maintenant, ce sera ça. La prochaine étape, c'est communier avec les gens, partager ce joli trophée. Bah oui, on va le ramener en France, on va le ramener à Paris et demain on va passer, j'espère, de grands moments inoubliables. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'était Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, le deuxième Français après Didier Deschamps, son entraîneur, à avoir soulevé le trophée. Voilà, c'était Hugo Lloris. Vous avez remarqué, on ne lui a pas parlé de sa petite boulette sur le deuxième but croate, parce qu'on est bien élevé. Voilà, vous êtes bien élevé. Alors, rapidement, Juan José, Emmanuel, Patrice, François, j'ai une question du baccalauréat à vous poser. Aujourd'hui, tout le monde brandit le drapeau bleu-blanc-rouge et est fier d'être français. Est-ce que cela s'appelle être patriote, François Hernenwein, rapidement? Le patriotisme, c'est pas un grand mot, c'est un gros mot. C'est un grand mot s'il rassemble autour d'un certain nombre de valeurs, autour de projets, sur la base de l'unité. Le patriotisme inclusif, c'est génial. Si c'est une arme de guerre contre des voisins ou contre d'autres, des minorités à l'intérieur du pays, c'est extrêmement corrosif. Dans l'hypothèse qu'on vit ce soir, c'est un patriotisme de rassemblement, c'est un élan et c'est très beau. C'est bien d'élever le débat, François Hernenwein. Je suis d'accord avec François, le patriotisme n'est pas un gros mot. Vous savez, le patriotisme, c'est comme le progrès. Le progrès, c'est bien si vous en faites de belles choses, et c'est mal si vous décidez d'en faire de mauvaises choses. Hein. Si c'est pour envoyer des fusées sur des gens, c'est mal. Si c'est pour envoyer des fusées sur la Lune pour faire avancer les choses, eh bien ça peut être bien. Donc le patriotisme, moi, dans ces conditions, ça me va tout à fait. Emmanuel Foulon, vous qui êtes au Parlement européen,
Profitez, amis français, vraiment profitez. Chacun va trouver la joie là-dedans. Une grosse pluie, Hollande en profite pour claquer un tweet. Alexis Corbière va pouvoir refaire ses photos avec tout le monde qui est aux Champs-Élysées. Macron va pouvoir passer ses réformes. Mais surtout, et là je dis plus sérieusement, félicitations à la France parce que vous allez être le champion du monde le plus long de l'histoire de la Coupe du Monde. Parce que souvenez-vous, le Qatar aura lieu en novembre 2022. Oui. Donc vous allez être champion du monde pendant 4 ans et demi. Félicitations les amis. Patrice Ramden. Je voulais vous dire un truc, ça vient de me sortir de la tête, donc je passe la parole à mon voisin. Question des patriotismes, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il faut remplir le mot patriotisme, et c'est vrai que aujourd'hui, la France a l'opportunité, dans les temps qu'elle vit compliqués, de donner du sens à ces mots. Alors, je comprends très bien les joueurs de l'équipe de France. J'espère que tous ceux qui sont sur les Champs-Élysées, demain matin ou dans une semaine, vont continuer à donner du sens à ce mot patriote, parce qu'effectivement, c'est pas un grand mot. D'abord Patrice, et ensuite François. Il y a quelque chose de magique et de paradoxal avec le foot. On est dans un monde de plus en plus mondialisé, où on nous dit que les frontières, finalement, n'existent plus. Mais dès que le foot revient au centre du terrain, eh bien voilà, les nations s'expriment et le patriotisme s'exprime. Mais c'est cool de se faire la guerre comme ça. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui, c'est mieux de la faire comme ça, carrément. Pour poursuivre cette réflexion, le patriotisme, on évoquait le patriotisme français au soir de la victoire, mais dans les dernières phases de la Coupe du Monde, les nations représentées faisaient partie d'un ensemble qui nous dépasse un peu, l'ensemble européen. Au-delà du patriotisme français, il y a aussi ce patriotisme européen, ce génie de l'Europe qui a traversé les siècles, c'est quelque chose de très fort et qui s'est manifesté aussi à travers le football. Et ce que tu dis est intéressant parce que moi, en plus, je me sens concerné. Je suis belge et on a vécu cette Coupe du Monde de manière extraordinaire. Il faut savoir quand même qu'on a des régions différentes. On parle 3 langues différentes chez nous. Il y a plein de problèmes communautaires. Pendant un mois, on a été tous frères et sœurs. On a tous été belges. Personne ne s'est chamaillé. Rien de communautaire. Et ça, c'est aussi la magie du football. Ce sera le mot de la fin de ces informés. Je vous remercie, François Ernenwein du quotidien La Croix. Je suppose qu'il y aura demain à la une la Coupe du Monde. On n'y échappe pas. Bon, je remercie Patrice Ramden. Demain matin, vous êtes de revue de presse. 7h15 sur France 2 et 8h15 sur France Info. Merci Emmanuel Foulon, merci Juan José Dorado.